Je suis Violaine de Clercq, dont vous le connaissez. Je suis psychologue aussi, bruxelloise. Et j'ai d'abord été formée très tôt, très jeune à l'analyse bioénergétique parce qu'en fait, j'ai été amenée par une crise personnelle assez grave que j'ai traversée. Et donc, c'était l'époque de l'éclosion des psychothérapies humanistes. Et j'étais convaincue de la psychothérapie. J'étais dans un milieu qui y croyait plutôt, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc, une thérapie humaniste et corporelle m'a attirée et elle m'a vraiment aidée à sortir de l'état difficile dans lequel j'étais. Et alors, assez logiquement, j'ai voulu me former. Et je dois dire qu'une des choses dont je me souviens de ma première lecture d'un livre de Lowen. Donc, Alexander Lowen est le fondateur, créateur de l'analyse bioénergétique, donc qui a été fondé en 1956, donc ça va bientôt faire 60 ans. Et je me souviens d'une phrase qui m'a convaincue de poursuivre et de me former dans le domaine, c'est le fait qu'il disait que notre corps, notre organisme sait traiter la douleur. J'étais vraiment aux prises avec des douleurs terribles et avec des angoisses autour de ça, de la souffrance. Et le fait qu'il ait cette vision, cette expérience a été un fil conducteur. Et je dois dire qu'aujourd'hui, après plus de 40 ans de pratique, je suis infiniment convaincue qu'effectivement, notre corps a une grande capacité, que c'est lui qui peut traiter la douleur, entre autres et d'autres choses, mais il faut qu'il ait les conditions pour le faire. Donc ça, c'est juste une petite introduction pour vous voyez un petit peu quel est mon parcours. Donc j'ai commencé par me former à l'analyse bioénergétique. J'ai travaillé toute ma carrière en planning familial comme psychologue, donc dans une équipe plurimodalité avec des psychanalystes, des gestaltistes. Et en parallèle à ça, la formation et la Société belge d'analyse bioénergétique. J'ai été initiée à la méthode TRE en 2005 et donc je suis devenue formatrice là maintenant en 2016 ou 18, je ne sais plus très bien, mais donc ça fait peu de temps en fait que je suis formatrice en TRE, mais bon, c'est une pratique qui m'a personnellement apporté beaucoup dans une période de vie un peu difficile et aussi professionnellement, et qui m'a amené à faire l'expérience que je continue à faire d'ailleurs tous les jours, à un paradigme très récent au sujet du corps et de son importance et dans la vie psychique et dans l'équilibre personnel et dans la psychothérapie, c'est le fait qu'il a une capacité d'auto-guérison ou ce qu'on dit aussi une forme d'intelligence qui fait qu'en autonome, il a des capacités assez importantes et fondamentales en termes de psychothérapie, de transformation, de réparation ou de traitement par rapport à des traumatismes, entre autres, mais pas seulement. Mais ceci, c'est le paradigme le plus récent autour du corps. À l'époque de ma formation, au début de ma formation, cette idée n'était pas du tout présente dans les thérapies psychocorporelles. Ce n'était pas ça qui guidait la vision et les raisons de travailler le corps en psychothérapie. La raison qui guidait, par exemple, Willem Reich, qui est le fondateur de toutes les psychothérapies corporelles en Europe, qui était donc psychanalyste à la base, avait compris que les interprétations qu'on faisait au niveau verbal de rêve ou
pour débusquer un peu l'inconscient chez les patients, n'avait aucun effet si la personne est inhibée émotionnellement, si la personne ne ressent rien. Alors déjà, Sigmund Freud l'avait dit, quelque part ce principe-là, il l'avait énoncé, il a dit une prise de conscience n'est réellement transformative, on va dire, ne va produire un changement que si elle est accompagnée d'affect. Et l'affect, ça veut dire du ressenti, et du ressenti qui se produit dans le corps, hein, être affecté. Et donc, la raison pour laquelle, à l'époque, le corps devait être en thérapie, on va dire, c'est parce que c'est une transformation, une réparation ou un traitement psychologique ne pouvait se faire que s'il y avait de l'affect, du ressenti, de l'émotion. Donc ça, c'était déjà une grande idée que Wilhelm Reich a développée tout à fait en comprenant comment dans le corps, comment le corps est empêché de ressentir. Le corps qui est, on va dire, ou sidéré ou crispé chroniquement. Et donc, Reich avait donc en plus découvert, ça c'est son énorme apport, c'est comment permettre justement le retour de l'affect, on va dire, et réveiller, donner la capacité à l'organisme de retrouver cette faculté-là d'éprouver les choses et de ressentir. Et donc, à ce moment-là, que ce qui permet au processus thérapeutique d'être efficace et donc d'avoir des résultats. Donc, c'est le fait que, eh bien, le corps et une réaction physiologique est nécessaire pour qu'une transformation se produise. Alors, c'est magnifique pour ceux qui connaissent un tout petit peu les neurosciences, donc qui est une discipline très récente et qui s'est intéressée très récemment à la psychothérapie. Alors, toutes les recherches, enfin beaucoup de recherches, confirment scientifiquement ce fait-là. Alors, un certain, je dois regarder un petit peu mes notes, c'est Peter Lang, mais il y a au moins plus de 20 ans, avait fait état d'une expérience de désensibilisation, donc en une approche comportementale. Et donc, pour que cette désensibilisation produise un effet d'amélioration de la personne, il fallait qu'il y ait une réaction physiologique pendant l'expérience de désensibilisation. Donc, certaines personnes n'avaient pas de réaction physiologique et le traitement n'avait aucun résultat. Donc, ça montre déjà ce phénomène-là. Alors, il y a toute une série de recherches qui ont eu lieu plutôt à partir des années 95, entre 95 jusqu'à 2005, en tous les cas, celles que moi je possède, qui concordent à peu près toutes au même genre de résultats. C'est-à-dire que pour qu'une expérience thérapeutique soit efficace et produise des résultats, il faut qu'il y ait un degré d'excitation physiologique suffisant. C'est-à-dire que le corps doit être mobilisé. Donc, l'excitation physiologique, c'est bien un phénomène très corporel. Donc, ça rejoint un petit peu la notion précédente et la découverte de Freud et de Reich, c'est que si quelqu'un n'a pas de réaction physiologique, ce qui est la base des réactions affectives, il est comme désaffecté, on va dire, comme neutralisé, eh bien, la méthode thérapeutique ne va pas fonctionner. Donc, il faut un certain degré d'excitation physiologique et l'excitation physiologique, elle repose en même temps sur deux autres données qui sont corporelles. Une intensité émotionnelle est nécessaire et une certaine activité motrice. Alors, ce sont les trois composantes, on va dire. Vous connaissez le concept de neuroplasticité,
hein, le fait que le cerveau se construit et peut se transformer encore jusqu'à la fin de la vie, et qu'une expérience, on va dire, corrective, qui englobe thérapeutique ou d'autres types de méthodes où on veut transformer un comportement, on veut transformer quelqu'un. Il faut donc, ce que j'avais dit, les 3 niveaux, une excitation physiologique, une activité motrice et une intensité émotionnelle. Alors ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, dans les recherches des neurosciences qui vont pouvoir clarifier dans 3 composantes des psychothérapies les mécanismes, on va dire, cognitifs, les mécanismes émotionnels et les mécanismes moteurs. Donc, ce sont 3 types de processus qui ont cours dans une psychothérapie, en particulier en bioénergie, là où on bouge le corps. Et chacune des trois niveaux a son importance pour contribuer à une expérience corrective. Le premier niveau, le niveau cognitif, donc le fait par la volonté consciente, vouloir induire un changement. Alors, les neurosciences s'accordent tous sur la même chose, c'est-à-dire que la cognition est très limitée dans le pouvoir d'influence sur des comportements et sur des façons d'être et de faire qu'il faut transformer. Alors, elle est très limitée, mais elle peut quand même avoir une certaine influence dans le sens où par la cognition, on peut on peut décider de se donner les moyens Vous savez que grosso modo, on divise le cerveau en 3 parties. La partie cortex, dont les lobes préfrontaux qui sont la partie, on va dire, la plus cognitive du cortex. Et puis, vous avez le système limbique, on va dire, le cerveau émotionnel qui se trouve en dessous. On appelle ça les structures sous-corticales, hein, et qui se trouve en dessous de ces structures du cortex. Et puis, vous avez un 3e cerveau. Ce ne sont pas des cerveaux distincts, c'est un ensemble de connexions en fait, qui forment comme un cerveau. Vous avez le tronc cérébral, le cerveau dit reptilien, qui préside à faire les transformations qui répondent aux nécessités de notre survie. Donc, il est tout le temps en action pour un tas de paramètres physiologiques de base, donc nécessaires à la survie, et c'est la zone de nous-mêmes la plus involontaire. Donc, le système limbique est entre le système reptilien et le cortex. Et donc voilà, ça c'est pour placer le décor. Donc les processus cognitifs hein, qui se trouvent dans le cortex et l'hippocampe sont des zones qui sont accessibles à la conscience, mais donc c'est relativement limité dans le cerveau et c'est le lieu de la mémoire explicite et de la mémoire déclarative. Donc ce sont des zones qu'on peut accéder facilement. Mais elle est inutile pour essayer de transformer des comportements et elle ne touche pas à la mémoire émotionnelle et à l'inconscient, qui sont à toucher, en fait, si on veut une transformation. Par contre, le type de transformation qu'on peut faire par la cognition sont quand même présents et ils sont de 2 types. C'est prendre le temps de la perception. Donc, ça, je pense que c'est ce qui guide la pratique du mindfulness. Le fait de s'arrêter sur des perceptions et sur la conscience produit déjà une forme de transformation. Pour ça, je voulais vous faire une petite exploration.
Alors, je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous faire un petit massage de la tête pour oublier un peu tout ça. Alors, si vous êtes assis sur une chaise, ce sera plus facile. Vous prenez le temps de sentir vos ischions et de vous... Vous savez où ça se trouve, les ischions? C'est en dessous des fesses, c'est en dessous du bassin. C'est comme deux petites protubérances un peu dures, comme des os un peu ronds, qui touchent le siège d'une chaise quand on est assis dessus. Et simplement, les ischions, donc il y en a deux, un à gauche et un à droite, ils forment une petite ligne et vous allez vous asseoir, je dirais, juste au-dessus de cette ligne. Vous pouvez faire l'expérience que si vous avancez votre corps un peu devant cette ligne, ça produit un effet. Et puis, si vous êtes sur la ligne et puis à l'arrière, faites-le un petit peu juste pour trouver cette zone où vous êtes dessus. Ça, c'est juste pour que vous soyez dans une position assise avec une conscience de vos points d'appui, en fait, sur la chaise. Alors, l'expérience est la suivante. Je vais vous proposer juste de prendre le temps de sentir dans votre corps quelle est la partie la plus chaude de votre corps. Ça, c'est une première question. Vous n'allez pas devoir me dire tout ça, c'est pour vous-même. Repérez les zones les plus chaudes et puis maintenant, la zone où vous sentez du poids, la zone lourde. Et enfin, troisième orientation, les zones tendues, crispées. OK, vous pouvez rouvrir les yeux, revenir un peu dans la conscience du moment. Et voilà, vous repérez un petit peu si le fait de faire ça, ce simple petit exercice, n'a pas un impact sur vous, sur vos sensations, les impressions que vous avez. Donc ça, c'est un exemple, un petit exemple assez court qui permet de faire l'expérience que si on oriente sa conscience, donc là, on est dans le cognitif, on est dans la volonté consciente, le fait de prendre du temps et d'orienter sa conscience vers un endroit du corps ou vers des perceptions et des sensations, ça produit une forme de changement. Alors, pour moi, personnellement, je ne dirais pas que c'est une expérience corrective, bien que pour des gens extrêmement stressés qui ne sentent jamais leur corps, le fait de régulièrement et de pratiquer la pleine conscience peut les amener à une transformation, je pense, déjà assez importante. En tous les cas, comme praticienne d'analyse bioénergétique, c'est un petit peu les conditions pour pouvoir faire un travail, on va dire, qui peut aller plus vers du traitement émotionnel. Alors, vous vous souvenez, il y a 3 composants dans les expériences correctives. Il y a la cognition, les émotions et la motricité. Alors, l'émotionnel dépend donc de ce fameux système limbique qui est une structure sous-corticale. Hein, et c'est elle qui nous prépare à interagir avec l'environnement après avoir capté les stimulus de l'environnement. Donc, c'est un système qui est ultra rapide dans le fait de décoder et de réagir aussi. La plupart des émotions sont souvent inconscientes. Et alors, contrairement à notre pensée occidentale qui pense que la volonté consciente peut influencer et que c'est elle qui influence nos états émotionnels et nos comportements et nos conduites, hein, la fameuse rationalité,
que nous sommes tous supposés avoir, eh bien, les neurosciences montrent que s'il y a entre les émotions et la rationalité, si l'un influence l'autre, c'est bien les émotions qui massivement influencent tous les autres systèmes, en fait. Tous les autres systèmes cérébraux et, entre autres, influence massive vers le cortex. Donc, les impulsions vont du système limbique vers le cortex et très peu dans le sens inverse. Alors, le cortex préfrontal, le cortex prémoteur, donc même notre motricité est influencée par nos états émotionnels. Ils influencent l'hippocampe et ils influencent aussi les ganglions de base, alors le cortex préfrontal et le cortex prémoteur. Donc, je crois vraiment que le monde a besoin de comprendre à quel point nous sommes dirigés par l'émotion. On le voit dans certains cas, mais bon, la fameuse importance de la rationalité à la vie dure chez nous. Hein. Alors, il a vraiment le premier et le dernier mot. Tout ce que nous faisons est influencé par nos expériences émotionnelles et en particulier les expériences passées. Donc, le système limbique va modéliser des schémas déjà in utero et en particulier pendant les premières années de la vie jusque vers plus ou moins 3 ans. Donc, toute la phase éminemment non verbale de la vie dans laquelle eh bien, la communication et les ressentis sont non verbaux avant de devenir progressivement verbalisés. Alors, la période de la puberté peut encore remodéliser des périodes de crise, des traumatismes, même à l'état adulte, peuvent encore remodéliser ce système limbique. Et donc, on voit bien, pour tous ceux qui sont psychothérapeutes ici, je pense que vous savez que dans la plupart des psychothérapies que nous menons, eh bien, très souvent, les mémoires émotionnelles remontent en général à la toute petite enfance, les phénomènes archaïques qui se passent avant la naissance, autour de la naissance, la petite enfance, l'importance de la puberté et aussi tous les événements traumatiques. Alors, comme je vous l'avais dit, les recherches montrent aussi qu'il faut un certain niveau d'activation émotionnelle et d'intensité émotionnelle pour que l'expérience thérapeutique soit corrective. Alors, il y a ce qui est appelé un stress optimal, c'est-à-dire un taux d'activation. Si on est en dessous de ce taux, on ne va pas pouvoir, il n'y a pas suffisamment d'intensité pour qu'il y ait une transformation, et si le niveau d'activation est trop important, ça va aussi bloquer le mécanisme. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur les traumas, évidemment, explique ce phénomène-là, c'est que un haut niveau d'activité est en général lié à un système nerveux qui est resté dysrégulé sur le mode traumatique, c'est-à-dire qu'il est hyper activé. Et nous savons est en état, au revoir, est dans des circonstances où il ressent un grand danger, se laisser aller à vivre des émotions et déclenche un signal danger encore plus fort. Donc, c'est contradictoire quand on se sent pas en sécurité de se laisser aller au niveau émotionnel. Donc, ça, c'est confirmé par les sciences. Le système limbique, faut-il le rappeler, ne comprend pas le verbal, mais la mimique, la prosodie, la gestuelle, donc tout ce qui est non-verbal. Alors, OK. Le troisième élément, donc j'avais dit cognition, émotion et motricité. Le fait de bouger, d'agir. Alors, il y a l'action, on va dire, de type mouvement, comportement, on va dire, et puis il y a le geste, hein, qui sont deux pôles
de gestes, on va dire, ou d'actions qui peuvent se produire. Et le fait de mettre en geste, donc les neurosciences le confirment aussi, permet aussi des expériences correctives. Je ne sais pas si vous connaissez le terme de enactment, le fait de mettre en geste un ressenti. On n'a pas attendu les neurosciences non plus pour savoir que c'était efficace pour obtenir une transformation thérapeutique, dont Ferenczi était, je pense, un des premiers en Occident à proposer des exercices dans lesquels il proposait à ses psychanalysés, puisqu'il était psychanalyste, de faire le geste d'une émotion, par exemple une colère ou d'autres formes d'émotion, ou de représenter une scène dans laquelle il joue une scène, et il avait observé que le fait de faire ça, de mettre en geste, intensifiait le ressenti et permettait le passage à la conscience d'émotions et permettait donc une certaine transformation. Il avait appelé sa technique la méthode active et la méthode par le bas. Pourquoi par le bas? Parce qu'il prend les choses par le biais du corps, qu'on place toujours en bas de l'esprit dans notre culture, et parce qu'il pensait qu'effectivement, et il a fait l'observation qu'en faisant bouger et répéter un geste, ça permettait et l'intensité et la transformation. Parmi les mises en acte et le fait de bouger, il y a aussi évidemment tout le registre des interactions, du dialogue non verbal dans l'action entre thérapeutes et clients qui sont aussi font partie de ce registre-là, donc du fait qu'on met en mouvement dans un cadre relationnel. À ce propos, je voudrais rajouter quelque chose auquel j'ai pensé aujourd'hui à propos du pouvoir thérapeutique, on va dire, de la mise en geste et d'interaction relationnelle par les gestuels, on va dire du dialogue en action. Le fait que l'on puisse traiter et récupérer des traumatismes d'attachement et de développement, en particulier après la découverte en Roumanie d'orphelinats, enfin d'orphelinats entre guillemets, de lieux dans lesquels on laissait des enfants à l'abandon complet. On a pu faire l'expérience qu'il y avait moyen de récupérer ces enfants, on va dire, de les ramener, pas tous, hein, certains étaient trop abîmés, mais une grande proportion de ces enfants ont pu être thérapeutisés et revenir à un comportement plus ou moins normal, évidemment, avec des variantes, grâce au fait que se répétaient de façon continue des interactions dans un lien thérapeutique dans lequel le thérapeute échange et a eu l'occasion de faire vivre à ses enfants toutes les interactions affectives et de contact et de toucher qu'un tout petit enfant doit recevoir d'un parent. Et vraiment, on a pu voir qu'on a recréé des circuits dans le cerveau à partir de ces interactions très, très primitives. Et le troisième niveau, on va dire, de l'action, c'est le fait de faire des mises en scène. Hein. On utilise ça en analyse bioénergétique, c'est le fait de faire un petit scénario qu'on joue dans lequel le thérapeute peut se mettre à la place d'un parent et dans lequel on va rejouer avec la dimension corporelle et physique une scène. Alors, autre, on va dire, voie d'entrée de nos connaissances qui nous confirment la nécessité du corps en psychothérapie, donc de passer par le corps pour traiter, traiter des difficultés de personnalité, ben, c'est la traumatologie. Alors, la traumatologie est en plein essor
Et on a des nouvelles connaissances, des nouvelles techniques, et peut-être que vous connaissez le célèbre psychiatre Bessel van der Kolk, qui redécouvre l'importance du corps dans les vécus traumatiques. Et j'ai vu un petit interview de lui qui disait exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le traumatisme impacte le corps. Il s'inscrit à deux niveaux dans le système du tronc cérébral, donc il a un impact dans le système d'alarme et d'alerte qui nous dit si on est en danger ou si on peut se sentir en sécurité. Donc le traumatisme qui n'est pas traité fait que le système d'alarme, comme un système d'incendie dans une maison, sonne tout le temps l'alarme alors qu'il n'y a plus vraiment de danger. C'est un des effets des traumatismes non réglés. Et dans le système limbique, puisque toutes les émotions liées au traumatisme se retrouvent à impacter le système limbique. Et donc, pour lui, une psychothérapie qui veut vraiment transformer les gens, je l'ai vu dire, je ne comprends pas très bien pourquoi on reste dans des choses cognitives, mais parce qu'il faut rejoindre, il faut atteindre le système limbique si on veut faire une transformation durable en tous les cas. Alors, une dernière chose que je dirais à propos du corps et de passer par le corps, une avant-dernière chose, et puis je reviendrai sur le début, c'est que c'est le fait que nous pensons et nous avons la vision que le psychisme n'est pas séparé du corps. Et le psychisme, on va dire, plonge ses racines dans le corps, ou on peut l'appeler le soi corporel, c'est une façon de parler de cette même réalité. Et je voudrais proposer juste la métaphore de l'arbre et des racines. On apprend de nos jours, je ne sais pas si vous avez vu passer ce livre sur la mystérieuse vie des arbres, je ne sais pas comment c'est intitulé, mais on découvre que les racines des arbres, c'est tout un monde, quoi. C'est vraiment tout un monde, hein, souterrain. Ils se communiquent entre eux, et pareil qu'il y a des champignons là, qui vont des uns aux autres. Enfin, c'est un truc fabuleux. Donc, ce qui apparaît qu'est l'arbre est sous-tendu de façon invisible. Et je trouve que c'est une belle métaphore de dire que le psychisme plonge ses racines comme l'arbre et les racines dans le corps, le soi corporel est la donnée de base qui détermine beaucoup de choses, même si l'arbre va être influencé évidemment par des effets de surface, mais j'ai aussi vu un petit reportage sur le fait qu'il vaut mieux planter un arbre, planter une graine, que faire des pépinières dans lesquelles on arrache des petits arbres pour les replanter. Qu'il vaut mieux semer des arbres que planter des arbres. Et alors, ce que j'ai vu, c'est que ce qu'il montre, c'est que quand on sème un arbre, il y a une grosse racine qui se développe avant de façon beaucoup plus importante dans le sol, et c'est comme une espèce de racine qui va un petit peu en spirale, en vrille vers le sol. Et donc, quand dans une pépinière, on plante des arbres dans la terre, et puis qu'on vient avec une pelle, on casse en général cette racine-là. Ce qui fait que l'arbre aura toujours plus besoin qu'on arrose, il va moins survivre. Si la racine principale qui va se développer à travers une graine est laissée vivante, ils vont chercher de l'eau très très profondément et résistent beaucoup mieux aux intempéries. Eh bien, je trouve qu'il en est du même du corps et du psychisme, et que ces arbres plantés, je trouve que c'est une métaphore de ce qui se passe quand et je pense que c'est le résultat et d'événements personnels, émotionnels contre lesquels on a dû se défendre, et de notre façon de vivre occidentale,
que nous sommes, pour la grande majorité, des arbres plantés, c'est-à-dire dont la racine de base a été sectionnée, et que je verrai que grâce au travail psychocorporel et corporel en particulier, on peut nourrir le redéploiement d'une racine plus profonde et plus solide. J'aime bien le voir comme ça. Et je vais dire un dernier mot qui rejoint un peu ce que je disais au début. Le dernier paradigme, on va dire, actuel au sujet du corps, c'est qui plaide, on va dire, pour une approche corporelle des problématiques et de santé mentale et de santé tout court, mais bon, de santé mentale et de psychothérapie, ben, c'est la capacité et l'intelligence qu'a le corps, c'est-à-dire que, en fait, quelque chose d'assez simple, hein, qu'on sait depuis longtemps, tous les organismes vivants tendent à l'homéostasie, c'est-à-dire de façon tout à fait naturelle, involontaire et spontanée, nos corps qui sont des organismes vivants ont des processus constants d'autorégulation, c'est-à-dire on se maintient en principe à un degré aussi optimum d'activation, de métabolisme aussi, une espèce d'équilibre. Le vivant n'aime pas les trop ou les trop peu. Et en réalité, les émotions, pour moi, en fait, sont des processus d'autorégulation. L'émotion, elle est déclenchée quand on a une forte stimulation qui nous surcharge et l'émotion va produire la décharge pour amener le corps à l'homéostasie. La méthode TRE, ça c'est nouveau pour moi aussi, même comme bioénergéticienne. Je n'ai pas été formée à connaître bien le système nerveux autonome. Eh bien, grâce à la méthode TRE, j'y ai été initiée et alors j'ai compris et je fais l'expérience avec le TRE que cette capacité d'autorégulation, elle va même, je dirais, dans la partie de notre corps qui est en deçà même de l'émotionnel, hein, dans nos tissus, dans nos fibres, dans nos cellules. Les tremblements sont parfois sans émotion et sont de l'autorégulation. Et donc ça, c'est l'autorégulation du cerveau reptilien, alors que les émotions, je dirais, se produisent quand les deux sont impliqués, le système limbique et le système reptilien. Mais ce que le TRE, pour moi, m'amène comme bioénergéticienne, c'est un outil pour aider pas mal de gens pour qui l'émotionnel est bloqué ou est perturbé à cause de ce niveau, on va dire, de ce niveau des tissus même qui empêche de contenir les émotions. En fait, le TRE permet de réduire la sidération dans le corps, alors qu'on va dire la pratique bioénergétique plus classique s'attaque au musculaire, plus aux crispations chroniques qui se passent dans les muscles, mais il y a aussi la sidération qui se passe dans les tissus, dans les fascias. C'est une autre partie de notre corps qu'on peut atteindre par les tremblements. Moi, je me disais, Violaine, oui, que tu as parlé de beaucoup de théories, de recherches qui viennent soutenir l'importance du corps en psychothérapie. oui. Et je me dis que c'est important aussi de préciser qu'il y a pas mal d'études qui ont été axées sur l'efficacité de l'analyse bioénergétique. Comparé à d'autres formes de psychothérapie, mais aussi en lien avec d'autres approches thérapeutiques. Et donc, effectivement, l'ensemble des recherches qui existent aujourd'hui semble soutenir tout à fait le fait que la psychothérapie psychocorporelle peut vraiment apporter un vrai changement. Un vrai changement. Et donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de la question de l'evidence-based approach en thérapie,
Alors, c'est vrai que le domaine de la psychothérapie corporelle est quand même un domaine qui reste, je dirais, encore en grande partie inexploré, mais des choses existent déjà et l'intérêt de la recherche aussi autour de ça est en train de se développer. Il y avait des questions tout à l'heure, je ne sais pas si elles sont toujours présentes, des questions. Alors, je n'ai pas encore évoqué la dimension relationnelle des choses, mais une relation implique du non-verbal. Hein. Il se passe quelque chose entre deux personnes au-delà de ce qui se dit. Et quand on fait du travail de lien, c'est vrai qu'on va volontairement proposer des exercices de lien pour faire de la réparation, mais je dirais que les thérapeutes qui ne pratiquent pas ce genre de choses-là sont, on va dire, dans le lien. Et je pense que ça produit aussi ce niveau d'activation nécessaire, je pense, pour qu'une transformation, et aussi le fait d'être dans le lien permet aussi un accueil de l'émotion, une sécurité qui va permettre que de l'émotionnel arrive en surface. Donc, je ne pense pas qu'il faille jeter les thérapies verbales à la poubelle, pour dire ça comme ça, ou penser que voilà, il n'y aurait que les approches corporelles qui seraient vraiment efficaces. Moi, j'ai peut-être une autre question pour toi, Violaine. Oui. Donc, en fait, tu parles de l'importance du travail corporel dans la dimension de l'attachement et dans le trauma. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des cas dans lesquels l'analyse bioénergétique ne serait pas appropriée comme type de traitement? Certains profils, voilà. Comme toutes les formes de psychothérapie sont un peu limitées quand on a des problèmes avec la psychose ou des structures de personnalité fragiles. Je pense que, en tous les cas, la bioénergie classique, il faut peut-être préciser que l'analyse bioénergétique qui a été fondée en 1956 s'est transformée. Et qu'elle est aujourd'hui, on appelle l'analyse bioénergétique moderne depuis 2005, elle s'est transformée et je crois que l'approche des origines, si tu veux, qui pousse à la décharge émotionnelle, elle peut être contre-indiquée dans les cas où le trauma et où le système nerveux n'est pas suffisamment régulé.